ce matin, nous recevons l'historien du sport, Fabien Archambault. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le rôle du sport dans nos sociétés. Et le dernier, c'est ce livre, Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs aux éditions Flammarion. En réalité, chaque anecdote autour de ces 11 matchs historiques ou tombés dans l'oubli, c'est plus un prétexte pour découvrir le poids sociétal du foot, que ce soit en France, au Brésil, en Uruguay, en Russie, en Italie. Les liens entre un sport populaire et des sociétés pendant un siècle, entre le foot et la marche du monde. C'est un sport populaire, donc le premier demi-siècle était proche du peuple. Est-ce que le foot n'est pas un peu en train de s'éloigner peu à peu du peuple, avec le foot business, avec des contrats comme peut-être celui de Mbappé, même si on n'est pas sûr des affirmations du Parisien, avec du sponsoring à outrance? Non, en fait, il a toujours été comme ça. C'est vraiment le sport de la société industrielle. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas eu un âge d'or du football où il aurait été préservé de l'influence de l'argent. Il est le produit de l'argent. Dès les premiers matchs, vous montrez en Angleterre, c'est un business, les professionnels du cricket sautent dessus. Voilà, s'il devient le sport qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des industriels du spectacle qui ont décidé de le proposer comme le sport de la modernité d'une société urbaine et industrielle en Angleterre à la fin du 19e. Et comme le monde, en fait, va dans cette direction, c'est-à-dire l'industrialisation et l'urbanisation, au contraire, il est de plus en plus le sport du monde, notamment dans les dimensions industrielles. Tous les pays émergents, l'Afrique, l'Asie, ce sont eux les futurs continents du football par rapport aux vieux continents comme l'Europe. Donc vous racontez le premier match de football qui s'est déroulé en Angleterre, la première Coupe du Monde aussi, et cette finale le 30 juillet 1930, la victoire de l'Uruguay sur l'Argentine, le jour du centenaire de l'accession à l'indépendance de l'Uruguay, une Coupe du Monde politique. L'Uruguay avait tout misé sur cet événement, c'était compliqué à mettre en œuvre. Tout s'est fait à la hâte, on a organisé une Coupe du Monde en quelques mois, quelques semaines à peine. Racontez-moi tout cela. L'idée, c'est que la Coupe du Monde, c'est la création des Sud-Américains. C'est-à-dire qu'ils ont vécu sous l'influence culturelle anglaise. Et après la Première Guerre mondiale, ils ont besoin de refonder leurs identités nationales. C'est-à-dire qu'ils se disent que la civilisation n'est pas forcément entre Paris, Londres et Berlin, après la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et le football est un moyen pour eux de se mesurer à l'Europe en montrant qu'ils sont capables de jouer autrement. Donc, la Coupe du Monde, en fait, c'est eux d'abord qui veulent l'organiser. Ils veulent que l'Angleterre vienne. En fait, la principale préoccupation du gouvernement uruguayen, c'est que l'Angleterre vienne jouer à Montevideo. Oui, parce que l'ancêtre de la FIFA leur dit on va faire simple, on va faire une espèce de semi-Coupe du Monde, enfin des poules en Europe, des poules en Amérique latine, et puis les meilleurs se rencontreront. Les Uruguayens disent non, tout va se passer chez nous. Oui, en fait, il y aurait eu plusieurs solutions pour faire un championnat du monde de football, pour savoir quelle est la meilleure équipe nationale. La première solution qui existait déjà en Europe, dans les pays qui étaient déjà passés au professionnalisme, c'est des matchs toute l'année en aller-retour, et à la fin on compte les points et on peut décider qui est la meilleure équipe du monde. Mais sauf que là, les Sud-Américains, vu les distances à l'époque, en gros ils auraient été exclus de ce championnat du monde. Ouais. La deuxième raison, c'est qu'il y a une compétition qui marche dans le monde du sport à ce moment-là, c'est les Jeux Olympiques, où c'est ramassé en quelques semaines dans un endroit précis. Et la FIFA, en fait, veut dupliquer ce modèle olympique et donc choisit, à un moment donné, ce qui convient aux Sud-Américains, de faire une compétition tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques, dans un pays, voire dans une ville, comme ça a été le cas en 1930. Alors, dans votre livre, on découvre également que le football s'invite dans la guerre. On connaissait ces matchs de la fraternité pendant la Première Guerre mondiale entre Français et Allemands. Vous vous intéressez notamment à 1942, à Leningrad assiégé par les Allemands. Au milieu des bombes, la Russie organise un match alors que des pluies de bombes s'abattent tout près du stade. Et la Russie et l'URSS, par la suite, vont très vite comprendre l'utilité sociétale du football pour essayer de rassembler et de faire corps dans des moments difficiles. Totalement. C'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le football réussit en URSS. Et en fait, il y a la même chose qui se passe en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire une industrie du football. Alors évidemment, les joueurs ne sont pas officiellement professionnels, mais en fait, ça l'est. C'est-à-dire que ce sont des amateurs qui sont employés dans les usines d'État soviétiques, mais qui en fait se dédient complètement à leur activité. Et en fait, il y a un monde du football professionnel qui est très populaire
dès les années 30 en Union soviétique. Et du coup, comme dans tous les États de ce moment-là, pendant le siège de Leningrad, il s'agit de montrer, contrairement à ce que dit la propagande allemande, que Leningrad vit encore. Et il s'agit d'organiser des matchs de football avec ceux qui tiennent debout, puisque avec le gros problème du siège de Leningrad, il y a le froid et bien il y a la faim. C'est-à-dire qu'ils tiennent à peine debout. Ouais. Et en fait, ça, dans la légende de la Grande Guerre patriotique soviétique, les footballeurs de Leningrad occupent une place très importante. Ils ont été le symbole footballistique de la résistance des soviétiques à l'invasion nazie. Et d'ailleurs, les communistes en Italie aussi l'ont bien compris, l'intérêt du football dans la société, de rassembler autour des idées. En Italie, il y a le communisme, et puis il y a aussi l'Église. Et vous évoquez beaucoup l'empreinte de la religion catholique dans le football. Les premiers clubs français dans les campagnes qui dépendent souvent du diocèse, la JOCR en est un héritage aujourd'hui, avec un maillot qui, vous le dites, rappelle encore les couleurs de la Vierge Marie. En Italie aussi, l'Église catholique utilise le football. On peut même dire que si le football est devenu le sport national en Italie, c'est parce que l'Église, après la fin du fascisme, a décidé que ce serait son moyen d'encadrement principal de la jeunesse en Italie. Et comme c'est une institution interclassiste qui est répandue géographiquement sur tout le territoire, à partir du moment où elle décide que dans ses patronages, on jouera au football, en quelques années, le football supplante le cyclisme et devient le sport national. Et qui, dans le cas italien, il y a toute une théologie du football, c'est-à-dire pour être un bon chrétien, on peut être un bon chrétien en jouant au football, et surtout, ça explique même le style de jeu italien. C'est-à-dire que l'église de Pie XII, dans l'après-guerre, est une église autoritaire, centralisée. Et donc le capitaine de l'équipe, les joueurs doivent obéir au capitaine de l'équipe, comme les fidèles doivent obéir au pape. D'où un style de jeu très tactique, très discipliné, où il s'agit d'assurer la victoire de son camp face à un autre. En l'occurrence, c'était contre les communistes. Alors, vous terminez ce livre avec la France parmi ces histoires de 11 matchs. Il y a notamment 1998, la France qui compte parmi le plus grand nombre de pratiquants en Europe, mais qui a mis beaucoup de temps donc à remporter sa première Coupe du Monde. Vous dénoncez d'ailleurs un certain snobisme, un élitisme anti-foot qui a parfois méprisé le football comme un sport de beauf. D'ailleurs, vous évoquez Cabu, le terme de beauf, il vient de la caricature de Cabu. Un mépris de classe. Le politique délaissera longtemps le poids sociétal du football, mais une année va changer les choses, c'est cette finale de 98. Oui, alors en fait ça aurait pu changer avant, si on fait de l'histoire contrefactuelle. Imaginez qu'en 1958, la France de Copa, Fontaine, batte le Brésil en demi-finale. Imaginons Pelé, le jeune Pelé a été blessé à ce moment-là. Comment auraient réagi les élites politiques à ce moment-là ? De Gaulle vient de revenir au pouvoir. Il y aurait eu dans une compétition un sport qui assure le prestige national du pays. Peut-être que là, les élites politiques, donc économiques, donc intellectuelles, se seraient emparées du football. Ça n'a pas été le cas. Et on l'a bien vu en 1998, quand on voit Jacques Chirac dans les tribunes. On sent qu'il ne sait pas trop quoi faire. Il faut qu'il montre qu'il est content. Mais en gros, il s'est jamais vraiment intéressé au football. Donc quand il faut crier le nom des joueurs, ça tombe à côté. Voilà. Mais à partir du moment où il y a des millions, la moitié du pays devant la télé, où il y a des millions de personnes dans la rue, évidemment que les élites politiques ne peuvent pas rester à l'écart d'un tel phénomène, d'une telle popularité qui, là, a montré qu'elle pouvait être au premier plan. Et puis les politiques doivent faire un peu leur procès dans tout cela et revoir leur attitude, mais la presse aussi. Vous vous rappelez ce déferlement de violence contre Aimé Jacquet, ancien ouvrier fraiseur à Saint-Chamond dans le Forez, côté stéphanois, et qui va prendre sa revanche avec cette finale de 98, mais qui aura toujours en travers de la gorge ces critiques de la part de la presse. Il est vraiment emblématique de ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très compétent. D'ailleurs, il a été entraîneur de l'équipe championne du monde. Mais voilà, c'est pas un intellectuel au sens où un professionnel de l'information, c'est-à-dire capable quelqu'un d'expliquer ce qu'il veut faire. Et donc là, au moment de la Coupe du Monde où par exemple, la grande presse parisienne commence à s'intéresser, ils n'ont pas un bon client, entre guillemets, qui a toujours son accent du Forez. Et donc là, oui, il y a une forme de mépris de classe sur le thème. S'il ne peut pas parler, c'est qu'il n'est pas compétent. Mais voilà, il y a une compétence dans le milieu du football français. Voilà, on ne devient pas champion du monde par hasard. Mais justement, il n'y avait pas encore eu ce saut où, en gros,
les élites intellectuelles ou journalistiques étaient capables de faire la médiation entre cette culture populaire pour la rendre pleinement légitime dans la société. Et la prendre au sérieux. Ce qui agite beaucoup la presse maintenant, c'est évidemment la prochaine Coupe du Monde au Qatar dans à peu près 3 semaines environ. Environnement, droits de l'homme, corruption. Est-ce que ce mondial va laisser des traces pour l'attribution du mondial à l'avenir ? L'attribution d'un mondial, les capacités d'un pays organisé, les critères de sélection. Il peut y avoir une influence en gros sur la capacité d'organisation. C'est-à-dire que la prochaine Coupe du Monde, il y aura encore plus d'équipes participantes. On va passer de 32 à 48. Donc là, il y aura besoin d'un nombre de stades assez conséquent. Donc forcément, ce sera soit un pays gigantesque comme les États-Unis, soit plusieurs pays. États-Unis, Mexique, Canada pour la suivante. C'est ça. Donc en gros, des associations de pays pour avoir juste le nombre de stades suffisant. Ensuite, sur le choix du Qatar par rapport à un autre pays, c'est plutôt une stratégie de mondialisation du football. C'est-à-dire que la FIFA, depuis ses origines, a pour principal objectif de diffuser et de contrôler la diffusion du football. Et il y a des concurrents. Il y a la NBA américaine, il y a le cricket dans d'autres parties du monde qui, pour nous, et c'est assez étrange, mais en termes de droits télé, c'est colossal. Voilà, il y a des milliards de gens qui jouent au cricket, aussi étrange que ça puisse nous paraître. Et donc la FIFA est toujours engagée depuis la fin des années depuis les dernières années du siècle, dans une stratégie de mondialisation. Les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Europe de l'Est avec la Russie, maintenant le Moyen-Orient, mais un jour il y aura la Chine, un jour il y aura l'Inde. Et donc c'est d'abord ça qui les inquiète, c'est continuer à rester le premier sport du monde. Merci beaucoup Fabien Archambault d'avoir accepté notre invitation, d'être venu ce matin pour nous parler de Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs aux éditions Flammarion. Merci à vous.